Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, récit de course de la Kuhlamanen 100 miles. Vous savez, la course de l'UTMB World Series qui a lieu dans les Nordiques. La seule à date, c'est le jour d'Halloween. C'est tout début novembre, toute fin octobre. Il fait nuit, il fait froid. Vous savez, c'est la course avec au départ le chevalier qui donne le départ sous ses cornes de vache, qui vous toise à l'arrivée. Une course avec plus de 50% d'abandon. Pour moi, l'objectif, c'était d'y aller, de voir qu'est-ce qui s'y passe réellement, qu'est-ce qu'il a de spécifique ce 100 miles, et c'est ce que je vous raconte aujourd'hui. Kuhlamanen 100 miles, 171 km 2003 de D+, 48 heures derrière Casquette Verte, c'est le thème que je vous propose pour ces 20 minutes qu'on va passer ensemble, et c'est le dernier 100 miles de la saison pour moi, en moins de 21 heures, c'est la première fois que je cours un 100 miles en moins de 21 heures. Je vous raconte, je vous partage, et hâte de voir qu'est-ce que ça donne, cette course qui donne des bagues à l'arrivée. Et oui, vous le savez, c'est la spécificité de la Kuhlamanen, je ne l'ai pas sorti là, mais quand vous finissez, vous avez une bague en argent. Si vous la finissez 3 fois, vous avez une bague en or. Si vous la finissez 5 fois, vous avez une bague en diamant. Et ça en motive pas mal pendant la course. Du coup, pour moi, le thème est à replacer dans le contexte cette course, pour moi, d'une saison à 400 miles. Donc, c'était le quatrième et dernier 100 miles de la saison. Donc, 400 miles en 7 mois. Oui, c'est possible, c'est faisable. Et je pense qu'on peut être en bonne forme et sans se blesser. Donc, quatrième 100 miles après le Chianti fin mars, 120 bornes et 5005 de D+, de mémoire. L'ultramarin, 170 et quelques et 1005 de D+. L'UTMB, donc 170 et quelques et 10 000 de D+. Et donc là, 173 km et 2300 de D+. Voilà, la course, elle prenait part dans cette saison-là. C'était la dernière course de la saison. 173 km, 2300 de D+. Et je vous le rappelle, le thème pour moi, c'est de s'entraîner 3 fois 1 heure par semaine. Et uniquement ça. Pas de sortie longue, pas de montre, pas de fractionné, pas de week-end choc, rien. Des courses quand même, de l'expérience. Ça fait 12 ans que je fais de l'ultra, mais 3 fois 1 heure par semaine sur du plat, ou du moins dans le centre de Lyon, puisque je pars toujours de chez moi et je rentre chez moi, en plein centre-ville de Lyon, avec l'accès à 2 collines, celle de Croix-Rousse, celle de Fourvière. Je fais jamais le hamster non plus. Bref, pour moi, c'était ça. Allez découvrir ce 100 miles. Vous voyez le chevalier là à droite, la Kuhlamanen, la course. Du coup, hyper intéressant. Ils essayent et ils créent vraiment toute une mythologie autour de cette course. Donc, vous partez du coup de nuit. Vous avez l'esprit du Kuhlamanen qui vous entoure. Il faut aller faire une prière avant le. Enfin, c'est pas obligatoire, mais on peut aller faire une prière dans l'église qui s'ouvre à Höganäs juste avant le départ. Vous avez cette prière du coureur. Il vous distribue des bougies. Vous pouvez aller allumer votre bougie avant de partir à 18 h le vendredi 31 octobre pour 100 miles à travers le Kullaberg. Du coup, en fait, il y a une anse comme ça. Vous faites d'abord le premier tour de la petite chaîne de montagne. Hein, c'est plutôt des falaises. On est à 100-150 mètres de D+, maximum. Kullaberg. Ensuite, vous passez le long de la côte. Là, vous traversez du coup la deuxième anse pour arriver au lieu de l'arrivée. Et vous avez encore la boucle du 50K sur la deuxième anse avec un peu de dénivelé. Donc, c'est ça le thème. Donc, pour moi, quatrième 100 miles de la saison en 7 mois, 173 km, 2300 D+, dans la nuit principalement, dans le froid, on va le voir, il y a eu des conditions météo incroyablement belles, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie, et en s'entraînant tout ça 3 fois 1 heure par semaine quand je peux, et même sur les 2 derniers mois, entre l'UTMB et la Kuhlamanen, c'était même plutôt 3 fois 40 minutes par semaine. Qu'est-ce que ça a donné? Et c'est là que je vous introduis le thème derrière Casquette Verte. Qu'est-ce que j'entends par derrière Casquette Verte? Naturellement, et je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance pour du coup Alexandre Boucher, assez incroyable, au moment de rentrer dans le bus pour prendre la navette pour aller sur le lieu de départ, Casquette Verte, Alexandre était juste devant, discuter avec des coureurs, et quand on monte dans le bus, on se retrouve juste derrière lui, le rang derrière, et du coup, j'étais avec un Français que j'ai rencontré au moment du retrait des dossards, pour qui c'était son premier 100 miles. Il avait fait une fois la Saint-Élion 80, et il passait sur son 100 miles, qu'il voulait faire avant ses 30 ans, qu'il avait un mois après, et donc du coup, Aurélien de son prénom, on se retrouve derrière Casquette Verte dans le bus, et vraiment trop sympa. Donc le premier thème c'est juste derrière Casquette Verte, un rang derrière dans le bus, dans la file d'attente du bus, 10 rangs derrière. Et du coup, vous verrez, ce sera un peu le fil rouge aussi de cette vidéo. Hyper sympa, Casquette Verte. Il nous a franchement bien briefé avant la course avec beaucoup de bienveillance pour
pour nous donner un maximum de chances de profiter de cette course qu'il affectionne et sur laquelle il venait pour la 4e fois. Je crois qu'il a gagné la première fois, deuxième, et cette année, on le verra, il fait aussi deuxième, assez incroyable, et vraiment de prendre le temps de nous briefer, de nous montrer sur le parcours, là, attention les gars, il y a 35 km sans ravitaillement, mais ils ne vous l'ont pas dit, ils ont rajouté une citerne, ils nous le diront finalement dans le brief après, d'avant-course, mais hyper intéressant. Donc déjà, dans le bus, derrière casquette verte. Dans le bus, et après, la course part. Et là, j'avais hâte de découvrir ce soir d'Halloween, plein de citrouilles tout le long du parcours, même des gens déguisés en squelettes phosphorescents et qui bougeaient de façon désarticulée quand on passait avec juste la lumière de la frontale. C'était génial. Donc c'est parti, le chevalier sur son cheval avec son home donne le départ. Très belle scénographie au départ, hyper intéressant. Et donc c'est parti pour une première section de 12 km le long de la mer. Vraiment, il n'y a pas plus plat. Avant d'arriver à la première drink station. Et la première drink station, après du coup 12 km, je l'ai fait à 14 km/h. Je me trouve dans le top 10. Incroyable, ça m'était jamais arrivé. Et du coup, je croise casquette verte. Parce que oui, sur ce premier ravitaillement, qui était aussi le deuxième, même si au premier passage c'était juste une drink station, au deuxième ils ouvraient une petite salle derrière sur laquelle il y avait un peu à manger. Du coup, sur ce premier ravitaillement, en fait c'est sur le port, au bout de l'acheter, et on revient. Et du coup, j'arrive dans le top 10, et je croise qui repartait au moment où moi j'arrivais, casquette verte, à peu près exactement comme sur la photo, concentré dans un groupe de 4 ou 5, et boum, qui repartait quand moi j'arrivais. Donc à nouveau, deuxième fois, après le bus, derrière, casquette verte. Et là, après, on comprend le thème de la course. C'est-à-dire que juste avant le départ, dans le briefing, dans ce gymnase de Höganäs, avant de partir sur le lieu du départ et à côté de l'église, vous avez un briefing dans un gymnase où il n'y a qu'un seul toilette pour 650 coureurs et coureuses. Assez intéressant, il faut le savoir. Mais dans le briefing, ils nous introduisent le fait que, en fait, ils le considèrent, ce Kuhlamanen, comme une self-supported race. Comme s'il fallait être autonome. Et du coup, avant le départ, pourtant c'est une course UTMB, UTMB World Series, toute la préparation, tous les documents qu'on reçoit avant, course UTMB classique, et je commence à en avoir fait pas mal, tout était à peu près pareil. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait entre 40 et 60% d'abandon sur la course, et je me disais, peut-être c'est parce que ça a lieu en Suède, principalement de nuit, on part à 18h, il fait jour à 12h plus tard, et le soleil se recouche avant 17h. Et donc, si ça se trouve, ça doit être ces conditions-là. Ils annonçaient ils annoncent en fonction des années beaucoup de vent, beaucoup de pluie, des conditions un peu dantesques. Je me suis dit, ça doit être pour ça. En fait, c'est pas vraiment pour la météo. Et là, d'ailleurs, on a eu une météo parfaite pendant toute la durée de la course. La veille, c'était grosso modo tempête. Le lendemain, c'était grosso modo tempête. Mais pour les 48 heures juste avant et juste après la course, c'était absolument incroyable. Qu'est-ce que j'entends par incroyable ? Relativement peu de vent. Pour la période et pour l'endroit. Des températures relativement douces, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas négatives dans la nuit. Pas de pluie du tout. Et même, on a eu une nuit assez dégagée avec, du coup, on voyait les étoiles. Le lendemain matin, de grosso modo le lever du soleil entre 6 et 7 heures du mat, quand le jour commençait à arriver, jusqu'à 10-11 heures, il a même fait beau, au sens où le soleil perçait. C'était magnifique et incroyable. Et pourtant, plus de 50% d'abandon à l'arrivée. Et donc là, c'est ça que je voulais vous partager, entre guillemets, que vous sachiez, on le voit un peu déjà sur les vidéos de Casquette Verte, quand ils le partagent sur Twitch et autres, quand ils partagent ces récits de Kuhlamanen, que c'est une course un peu particulière. Mais là, on se rend compte pourquoi. Self-supported race, 50% d'abandon. Et en fait, qu'est-ce qui change ? Le premier, c'est les ravitaillements. Donc les ravitaillements, la moitié, c'est que des drink stations. Donc en fait, vous avez juste une tente. Enfin, il n'y a pas de mur, quoi. C'est juste un petit barnum, une seule, avec une table, de l'eau, du coca. C'est tout. Donc en fait, la moitié des ravitaillements, c'est ça, c'est des drink stations. L'autre moitié, vous avez un peu à manger, mais honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Dans tous les cas, vous êtes au vent, dehors, il n'y a quasi pas de bénévoles. Et voilà. Donc il n'y a pas d'endroit où vous vous mettez à l'abri, où vous attendez, où il y a même des chaises ou quoi que ce soit. Non. Ravitaillement, c'est des points de passage et c'est tout. Sachant que ces ravitaillements-là, ils sont assez espacés.
la plupart du temps. Enfin, il y a au moins 3-4 sections où il y a plus de 20 bornes entre chaque ravitaillement. C'est plat, donc normalement on va relativement vite, mais quand même il faut faire plus de 20 bornes, et on le verra, le terrain est quand même assez boueux, gadouilleux, très très humide, même si là il pleuvait pas. Alors j'imagine même pas quand il pleut, c'est glissant, parfois c'est à l'automne, donc vous avez un tapis de feuilles qui recouvre, surtout sur la première partie dans le Kullaberg, vous avez un tapis de feuilles qui recouvre le chemin sur lequel vous passez, et du coup vous voyez pas trop les racines, les cailloux en dessous, et ça peut être un peu piégeux. Pareil, à la toute fin, dans la dernière boucle du 50K, on passe 18 km le long de l'eau, donc c'est plat comme jamais. Par contre, s'il y a du vent, vous faites tabasser de vent, et au pied, ça enchaîne des petits bourbiers avec des passages où il y a quand même des cailloux, des galets, et du coup, vous devez vous arrêter, marcher. Enfin, c'est vraiment pas simple. Donc, première chose, les ravitaillements qui en fait sont des drink stations. Vous n'êtes jamais à l'abri et tout le temps à l'extérieur, et il fait nuit, il peut faire froid, il y a du vent. Ensuite, le balisage. Le balisage, je vous ai mis là pendant des pans entiers de la course. Vous suivez un balisage du chemin du Tour de Skåne. C'est Skåne, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais le Skåneleden. Et du coup, en fait, ils vous disent, à partir de maintenant et pour les X prochains kilomètres, vous suivez ce balisage-là, qui est le balisage du chemin de randonnée. Contrairement à la France où c'est balisé un peu partout, par exemple les GR et tout, là, vous avez des petits panneaux. Mais par contre, vous avez relativement peu de peinture, et surtout, c'est pas phosphorescent. Normal, c'est un chemin de randonnée. Sauf que vous y passez la nuit. Donc, notamment, toute la période de nuit, et donc là, il y avait une section sans ravitaillement, il y avait juste une citerne au milieu, mais sinon, 35 km sans ravitaillement, sans rien, si ce n'est une citerne posée sur une remorque dans un champ à côté de là où vous passez. Donc voilà, mais surtout, cette section de 40 km, il n'y a pas de balisage. Hormis ça, mais c'est pas phosphorescent, c'est pas très bien marqué. Donc en gros, prenez la montre et la montre GPS. Moi, j'en ai pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à côté d'un coureur et on a passé un super moment pendant 60 km de nuit avec du coup un Lituanien, Aurimas, que je salue. C'était une super rencontre, c'était un super moment, et du coup, au moins, ça m'a fait arrêter de penser à est-ce que je ralentis ou est-ce que j'accélère. Mon seul objectif, c'était j'ai pas le choix, je reste avec Aurimas parce que sinon je suis perdu, et j'avais pas envie d'être perdu dans cet endroit-là. Donc le balisage est pareil, pas un trail, on va dire classique, ou du moins ce dont on a l'habitude en France, et même sur les autres circuits sur les autres courses du circuit TMB, pourtant pour en avoir fait pas mal. Et après, vous n'avez pas le droit à l'assistance. Donc pareil, comme il n'y a pas le droit à l'assistance, à aucun ravitaillement, à aucun point de passage, nulle part, vous avez relativement peu de monde sur la course, et vous avez relativement peu de suivi, peu d'encouragement, ce qui rend le défi intéressant, mais c'est particulier à cette course-là. Donc voilà, le savoir, et je pense que les 50% d'abandon, et étant donné surtout que cette année, il a fait super beau et les conditions étaient parfaites, et pourtant il y a plus de 50% d'abandon, c'est surtout par ce fait-là, self-supported race. Donc vous n'avez pas la difficulté de la montée ou d'un parcours très exigeant. Par contre, c'est un peu technique à certains endroits, et surtout, quand vous combinez l'absence de ravitaillement sur lesquels vous pouvez vous arrêter, un balisage qui parfois fait un peu défaut, et une assistance où il n'y en a pas, à mon avis, c'est ça qui explique le 50% d'abandon. Aussi, petit partage que je voulais faire dans cette course qui avance, après du coup la première section où voilà, je vois casquette verte. Après on passe donc dans cette première anse avec le Kullaberg jusqu'à monter sous le phare, et d'ailleurs ils prenaient des photos quand on passait sous le phare. Là c'est très minéral, il faut mettre un peu les mains, et vous avez les flashs du coup des photos qui vous aveuglent en même temps. Le plus dur, c'était pas tant la technicité du terrain que le fait d'être complètement aveugle, les 15 secondes qui suivent ces flashs quand on vous prend en photo. Bref, et après du coup dans la nuit, une fois passé le Kullaberg, du coup au 30e kilomètre, du 30e au 85e, vous êtes le long comme ça de la côte, entre des forêts, des passages le long il y a beaucoup de pâture avec des moutons, des vaches, et du coup vous passez pas mal de barrières, de clôtures comme ça, et assez intéressant. Mais du coup sur toute cette portion là, moi j'ai découvert ce que c'était un petit peu, alors modestement, hein, mais comme j'étais dans le top 15 à ce moment là de la course, quand les pros ils racontent, bah ouais, on avait fait un petit groupe de nuit, on était 3-4 et puis on discutait, etc. Et du coup c'était
à mon niveau et sans me prendre la tête, hein, en restant largement à ma place, bah, c'est ce qui s'est passé et c'était vraiment hyper intéressant à vivre. D'abord une première section de 20 km, donc du 30 au 50e, grosso modo, non du 30 au 45e avec un Danois. Du coup on avait à peu près le même âge et tout et c'était hyper intéressant de partager cette expérience-là. Lui c'était sa 3e Kula-Manen, donc il partait pour la bague d'or et après un peu plus de 20 km avec la première féminine qui du coup m'a rattrapé avec un groupe de 4 autres coureurs et du coup pour moi ça a été m'accrocher derrière, suivre le wagon, le train et faire passer les kilomètres, peu importe le terrain. Hyper intéressant comme expérience. Et puis après, au ravitaillement, juste avant ces sections, notamment où on traversait, et notamment 2 sections, une de 20 bornes, à la fin de laquelle vous avez juste une drink station et après 35 km cette section pour arriver jusqu'au point d'arrivée avant la dernière boucle de 50 bornes. Où là du coup, pour cette section-là qui en plus montait un petit peu et sur laquelle du coup on était en haut sur un espèce de petit plateau où du coup il y avait beaucoup de vent, heureusement de dos. 60 km avec Orimas, le Lituanien, qui avait sa montre GPS avec le tracé dessus. Du coup, merci Orimas encore une fois pour ces moments et ce partage. Et gros coup de chapeau, c'était son premier 100 miles. C'est la première fois qu'il faisait 100 miles. Et du coup, on a passé un super moment. Et à la fin des 60 km, donc on arrive le lever du jour sur le lieu de l'arrivée et il téléphone à son frère qui du coup venait de se réveiller et lui faisait pas son assistance parce qu'on n'a pas le droit, mais du coup qui venait passer on va dire l'avant-course et l'après-course avec lui. Et du coup il l'appelle à 6h30 du mat. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais du coup, il est parti, il s'est envolé, Orimas. Et du coup, je ne l'ai pas revu. Et j'ai vu à l'arrivée que du coup, on devait être 15 ou 16e, 15 et 16e au moment où il est parti à 50 bornes de l'arrivée. Et il finit 7e, juste derrière le podium homme. Ensuite, il y a 3 femmes, 4, 5, 6 au scratch. Et il finit 7e. Incroyable de s'envoler comme ça sur son premier 100 miles. Folie. Et pour moi, du coup, et comment ça s'est terminé ? Du coup, ça se finit, c'est la première fois que je fais 100 miles en moins de 21 heures, donc 20h53. C'est la première fois que sur un 100 miles, j'ai une vitesse moyenne à plus de 8 km/h. Pareil, dans les ravitaillements, du coup, ils n'étaient pas très accueillants, mais même, vous connaissez un petit peu ma philosophie sur les ravitaillements. Techniquement, quand on fait un ultra, il faut qu'on couvre la distance dans le moins de temps possible. Le ravitaillement, c'est juste un endroit où on peut, si on s'arrête, entre guillemets, passer du temps sans mettre de la distance derrière. Donc j'essaie de les raccourcir au maximum, ce qui ne veut pas dire que j'en profite pas, mais je les anticipe. Manger, boire avant, passer juste pour faire le plein et prendre des choses et continuer à manger, boire après, pour avoir une zone, on va dire, de food and drink, mais pas s'arrêter et se refroidir, etc. Surtout dans les conditions qu'il y avait. Donc, ça se traduit ici. En plus, il n'y avait pas beaucoup de ravitaillement où ils mesuraient le temps qu'on passait en entrant, en sortant. C'était surtout des passages. Mais du coup, quand même, je le note parce que j'en suis un peu fier, marrant. J'ai regardé, à part le premier qui s'est arrêté 2 minutes 30, je crois. Sinon, tout le monde est à plus de 5 minutes. Et moi, je suis en 4,18, donc j'étais comme un ouf. Donc voilà. Sinon, à l'arrivée, je fais un top 20 au scratch, 18e. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive sur une course du circuit UTMB. Top 15 hommes, puisque du coup, il y a 4 femmes qui sont arrivées, donc 18, 14e homme. Et top 3 dans ma catégorie. C'est la première fois que ça me fait un UTMB index à plus de 600 sur une course de 100 miles. Donc j'étais trop content, c'est la première fois que ça m'arrive, surtout avec cet entraînement. Alors après j'ai de plus en plus d'expérience, mais avec cet entraînement de même pas 3 fois 1 heure par semaine, comme quoi on peut continuer, et plus on est constant, régulier, et on sait comment est-ce qu'on s'entraîne, mieux ça se passe. Et je vous le donne en mille. Derrière qui ? Derrière Alexandre Boucher. Et derrière Casquette Verte, qui finit lui 2e au scratch, quand moi je finis 18, qui finit premier de sa catégorie, quand moi je finis 3e de ma catégorie, qui finit du coup 2e homme, quand moi je finis 14e homme, et surtout je finis 2e français derrière Alexandre Boucher. Donc encore une fois, et pendant la course, et tout au long de cette course, derrière Casquette Verte. Et c'est pas fini, parce que qu'est-ce qui se passe après ? Et après la course, du coup, figurez-vous que le lendemain, donc on arrive le samedi après-midi, on dort, etc. Et le lendemain, j'arrive à la gare pour reprendre le train, pour aller à l'aéroport de Copenhague. Et là, qui est-ce que je vois ? Casquette Verte, sur le quai, qui prenait le train 1 heure avant le mien. Donc il prenait le train précédent. Encore une fois, il avait une longueur d'avance. Et ensuite, je me retrouve à l'aéroport de Copenhague. Et là, changement de porte, c'est-à-dire que dans l'avion qui passait par Paris, et puis ensuite j'avais Paris-Lyon, était annoncé en porte A6. Je me mets en porte A6, un peu comateux quand même, et juste au moment d'embarquer, je me rends compte que c'est bien un vol pour Paris, mais
par pas la même compagnie et pas la même heure de départ. Et en gros, ils avaient changé de porte. Et du coup, je crois que j'ai le record du temps passé à passer de la porte A6 à A17. Il n'y avait plus de courbature qui tenait. Il fallait avoir cet avion. Donc ça, petit sprint et petit coup de chaud là, pour me retrouver du coup dans le bon avion. Et là, j'arrive, je m'installe, encore tout paniqué de mon erreur de porte et de porte d'embarquement. Et je m'installe dans l'avion, je me redresse, je lève la tête et là, je vois quoi, à peu près 7 rangs devant moi, légèrement sur la droite, contre le hublot, une casquette verte et blanche qui dépasse. Et je me suis dit, incroyable, jusqu'au bout, il aura eu une longueur d'avance. Il est irrattrapable, il est imbattable. Même dans l'avion pour rentrer chez lui, il est devant vous. Alexandre Boucher, incroyable, casquette verte. Et même, du coup, lui s'est arrêté à Paris. Moi, j'avais encore un avion pour arriver à Lyon. Et donc, il est rentré chez lui et à la maison avant moi. Incroyable. J'ai donc passé 48 heures derrière et toujours derrière. Casquette verte. Mais merci pour cette expérience, merci pour ce partage, merci pour ce temps et pour ces conseils. Et c'est vraiment remarquable. On a le même âge, on est en 91 tous les deux. J'ai commencé l'ultra avant toi. Maintenant, tu es beaucoup, beaucoup plus fort et surtout, tu as réussi à inspirer beaucoup, beaucoup plus de gens. Donc, gros respect. Encore, merci Casquette verte. Merci Alexandre. Merci pour l'échange aussi qu'on a eu et pour ces bonnes vibes. Sur la course de la Coulamanen, il y avait aussi beaucoup de Français en proportion par rapport à ce qu'on représente sur la planète trail. Et je pense que c'est en partie grâce à tes vidéos et à tes récits. Moi, du moins, ça m'a aussi inspiré. Ça m'a aussi donné envie de la faire. Et de la faire en ayant à l'intérieur un peu d'Alexandre Boucher, c'était fantastique. Donc voilà, et bravo pour cette quatrième participation, ce quatrième finisher, quatrième podium, quatrième, troisième, deuxième place. Bref, incroyable. Donc merci pour la Coulamanen. C'était ce récit de course que je voulais vous partager. Cette aventure, pour moi la quatrième et dernière aventure de 100 miles de l'année 2025, de cette 12e année d'ultra, à 34 ans, 3 enfants. Merci Casquette Verte pour l'inspiration. Merci le trail pour toutes ces aventures. Merci à toutes et tous pour ces partage, vous qui regardez, mais aussi dans la course, pensée spéciale pour du coup le Danois, pour Aurélien, dont c'était le premier 100 miles et qui finalement n'a pas terminé. Merci à Orimas, avec qui on s'est écrit après la course. Merci aussi à Eline, du coup c'est la quatrième féminine, avec qui on a passé un peu de temps dans la matinée ensemble, après que Orimas m'ait lâché avec beaucoup de panache. Donc merci Eline. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est retrouvés le lendemain au petit-déj parce qu'on ne savait pas, mais on était dans le même bed and breakfast. Et du coup, on a pu débriefer le lendemain, hyper inspirant, être toujours en contact. Et ça, on dit parfois, le trail, ouais, c'est une aventure solitaire. Pas du tout, au contraire. Happiness has to be shared, c'est la même chose que dans Into the Wild. Et pour moi, c'était validé avec une expérience de plus que less is more. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut s'entraîner moins, faire moins de choses parce qu'on a envie de profiter de la vie aussi pleinement avec les enfants, avec l'équilibre de vie familial, l'équilibre de vie professionnel, de s'investir dans son taf, de s'investir dans sa famille, avec ses potes, et de s'investir dans sa vie sportive, mais en n'y passant que 3 heures par semaine, en dehors naturellement des week-ends où on part en course. Donc less is more, c'est-à-dire moins de temps passé à l'entraînement, mais plus d'efficacité sur son entraînement, plus de pertinence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on choisit de faire, là où on se prépare mentalement comme physiquement. Comment est-ce qu'on rend chaque minute plus productive à l'entraînement? Parce que chaque minute de vie, elle est précieuse. Et l'objectif, c'est pas de vivre plus de minutes en courant, mais c'est de vivre plus intensément, qu'on court, qu'on soit avec sa famille, qu'on soit au taf, et qu'on soit, entre guillemets, en prise directe avec ce qui nous rend heureux. Donc, chaque minute est précieuse. Chaque minute, comment est-ce qu'on peut la rendre plus productive pour continuer à réussir ces aventures qui nous épanouissent, et en plus, à continuer à progresser, à avoir des résultats qui sont de meilleur en meilleur. Donc c'est ça l'objectif de l'entraînement. C'est aussi ça, et pour ça que je vous partage cette vidéo, pour rendre l'ultra encore plus accessible qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ce qui ne veut pas dire que c'est adapté pour tout le monde, mais que par contre c'est possible d'adopter une logique dans laquelle on garde son équilibre de vie, même quand on fait des ultras de 100 miles, et même pour faire des top 20 dans des ultras de 100 miles. La deuxième chose, c'est garder son équilibre de vie en se faisant plaisir, et uniquement plaisir pour de l'ultra. Jamais de souffrance, des douleurs, oui, des moments où il faut y aller, oui, mais
toujours, on va dire, dans l'équilibre, toujours avec plaisir pour améliorer ses performances. Chaque minute est précieuse, less is more. Profitez bien sur les sentiers. Si jamais ça vous parle et que vous voulez en apprendre plus sur comment on fait pour rendre chacune de ces minutes d'entraînement plus productive, être en meilleure santé et avoir un meilleur équilibre de vie tout en faisant des ultras, et y compris en les terminant dans la première moitié, voire dans le premier quart, voire dans le premier 10%, rejoignez l'Ultra Libre, c'est gratuit, c'est une communauté dans laquelle, que j'anime et que j'ai le bonheur de voir évoluer, dans laquelle c'est la philosophie, l'Ultra Libre, sans se prendre le chou, en se faisant plaisir pour réussir à atteindre ses objectifs dans son équilibre de vie et à profiter de chaque instant. Merci, je vous dis à très vite, encore merci Casquette Verte, merci à vous toutes et tous, et je vous dis à bientôt sur les sentiers. Ciao!